Il permet aux individus et aux groupes de contribuer à l'élaboration des politiques qui affectent leur vie, notamment en instaurant un dialogue, en accédant aux informations, en exprimant leurs désaccords et en s'unissant pour exprimer leur point de vue. Vous l'auriez compris, il s'agit bien de l'espace civique. Et cette définition est celui du Haut Commissariat pour les droits de l'homme. Aujourd'hui, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre nouveau numéro de Face au panel, une initiative du Centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme, du Comité catholique contre la faim et le développement et du réseau Watch. Aujourd'hui, nous parlons de la place des jeunes dans la protection de l'espace civique au Togo. Et pour cela, j'ai 3 charmants invités avec moi, à qui je vais laisser le temps de se présenter. Messieurs et mesdames, merci pour votre disponibilité et vous voudrez bien commencer. Merci Huguette pour l'invitation. D'abord, je suis Maoussi comme l'on là-bas, je suis juriste de formation, président de Handi Hardy, un think tank dédié aux questions du handicap à appliquer aux défis contemporains. Je veux parler de l'environnement, du climat, des questions de paix et de sécurité, etc. Je me définis comme un penseur libre. Est-ce qu'au vu de tout ce que vous venez de dire, on peut vous considérer comme un défenseur des droits de l'homme? Oui, d'autant plus que je suis président d'un think tank Handi Hardy qui traite des droits et de la promotion des personnes handicapées. D'accord, c'est noté. Madame, vous avez la parole. Ok, bonsoir. Bonsoir. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Bonsoir, cher monsieur. Bonsoir, madame. Moi, c'est Sekou Lidao Halawangras. Je suis juriste de formation. Je suis militante féministe et je suis aussi une activiste défenseur des droits humains. Voilà, merci bien. Merci. Monsieur? Oui, merci pour la parole. Je tiens à dire merci et bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Moi, c'est Mensan King Atawenam. Je suis enseignant. D'accord, merci pour chaque présentation. Ici, on va commencer. Une étude récente publiée en septembre 2021 par Afrobaromètre a révélé que 54% des Togolais ne se sentent pas libres de s'exprimer. Et 75% estiment qu'il faut contrôler ce qu'ils disent en politique. Donc, d'entrée, je voudrais vous demander, est-ce que vous, aujourd'hui, en tant que citoyen d'abord et en tant que jeune ensuite, vous vous sentez libre de vous exprimer au Togo? Dites-moi. Monsieur là-bas, dites-moi. Pour répondre à votre question, il va falloir analyser le climat du pays. D'accord. Pour arriver à votre enquête dont vous venez de parler, plusieurs facteurs nous confortent à l'idée de dire que nous sommes dans un climat vraiment tendu, où l'espace civique est restreint, si ce n'est pas fermé. Parce que nous avons plusieurs personnages ou plusieurs personnalités politiques de la société civile qui sont, à l'heure où nous parlons, incarcérés, et d'autres sont aussi hors du pays. Et pire, on n'a plus de débat public sur les questions de développement, les questions de politique, les questions économiques. On n'a pas de débat public sur ces questions. Est-ce qu'on dirait aujourd'hui qu'on n'a pas de débat ou qu'on a peu de débat? Moi, si vous en connaissez, il n'y a pas de débat parce que les espaces pour les débats, c'est les médias. C'est les médias publics et privés. Et si vous allez sur nos médias publics, vous pouvez vérifier vous-même si est-ce qu'on a des débats contradictoires. Quand je parle de débat, c'est pas que les gens ne se retrouvent pas pour parler, mais on parle de débats contradictoires et constructifs. D'accord. Est-ce qu'on en a? Si oui, oui. J'en connais sur les médias privés. Bien sûr. Là où je c'est exclusivement détenu par les journalistes. Les journalistes débattent des questions d'actualité. Mais est-ce que les jeunes comme nous, est-ce qu'on a ces espaces-là? Est-ce que les politiques ont ces espaces-là? Est-ce que les défenseurs des droits de l'homme, la société civile, les activistes, les féministes, est-ce qu'on a des espaces publics, des médias sur lesquels on se prononce sur les actualités? C'est ce qui me permet de dire que non, je ne pense pas qu'on a ce débat. Maintenant, est-ce que c'est le climat qui contraint les gens à s'abstenir de s'exprimer sur ces médias? Il y a l'environnement qui joue son rôle.
les médias même ne s'aventurent pas à ouvrir l'espace pour le débat contradictoire. Parce que d'abord, il y a ce que nous appelons l'autocensure, qui calcule vraiment ce que les gens viendront dire, ce qu'ils veulent inviter. Donc c'est tout un ensemble qui concourt à ce rétrécissement de l'espace. Donc aujourd'hui, à la réponse, c'est restreint, l'espace civique. Vous n'avez pas cette liberté-là de vous exprimer? Non. Pour ceux qui ont le courage de le faire, ils vous diront qu'après avoir dit certaines choses, ils ont peur. D'accord. Est-ce que, Grâce, tu aurais quelque chose à ajouter? Alors, pour répondre à ta question d'entre-deux-jeux, comme tu le dis, moi, je dirais oui et non. Oui, parce que j'ai une bouche. Oui, parce que j'ai l'énergie. Oui, parce que j'ai des choses à dire. Oui, parce que j'ai envie de m'exprimer. J'ai la volonté de dire des choses, de parler librement sur ce plateau. Et je peux le faire. Mais non, parce que j'ai peur de ce qui va s'en suivre, comme monsieur l'a dit tout de suite, en fait. Non, parce que je ne sais pas dans quel contexte mes propos vont se retrouver. Je ne sais pas ce que ça va devenir. Je ne sais pas ce qu'on va me reprocher après à cause de ces propos. Donc, non, à cause de ça, je ne me sens pas libre de m'exprimer à cœur ouvert, de partager mes opinions, de dire ce que je pense réellement sur les choses. Donc, c'est comme monsieur l'a dit tout de suite. Le climat, en réalité, ne permet pas, en tout cas à moi, de m'exprimer ouvertement, totalement, d'avoir cette liberté-là de m'exprimer. Donc, d'entre deux jeux, je te dirais oui ou non, et je te laisse choisir ce qui te plaît. Je pense qu'on a pris bonne note, en tout cas. Monsieur King, dites-moi. Oui, je dirais oui, parce que j'ai une bouche de parler, et actuellement, nous sommes dans une émission. Bien sûr. Voilà, donc c'est oui déjà. Non, et ça fait recours à ce qui va se passer après. Donc je dirais oui ou non à la fois. Voilà, merci. D'accord. Alors, merci pour les différentes interventions. La question suivante, c'est par rapport au climat. Vous avez beaucoup parlé de climat dans vos éléments de réponse. Donc, j'ai envie de vous demander, selon vous, comment définiriez-vous l'espace civique actuellement par rapport au contexte actuel? Surtout que le 29 octobre dernier, le Togo, Lomé, la capitale du Togo, a été déclarée capitale de la paix, de la médiation, du dialogue et de la tolérance au forum régional de la CEDEAO sur l'éducation, la paix et le dialogue intra- et interreligieux. Comment, au vu de toutes ces qualifications sur le plan régional et international, comment définiriez-vous aujourd'hui cet espace-là au Togo? Dites-moi, je peux commencer par King. D'abord, je tiens à dire félicitations à notre cher pays Togo, parce que parmi ces pays, il a été déclaré comme capitale de la paix. Oui, capitale de la paix. Ouais. Mais est-ce que vraiment, d'après, ce sont les vraies statistiques qui ont permis de dire que Lomé est la capitale de la paix? Ceci m'est un peu inquiet parce que, vu le climat actuel du Togo, l'espace civique est un peu bafoué. Et selon moi, je ne pense pas que le résultat qui fait recours au Togo actuellement comme ville ou bien pays de la paix est vraiment opportun pour nous en tant que Togolais. Sur quels critères vous baseriez-vous pour pouvoir parler de bafouer? Bafouer, je pense que c'est un thème un peu fort. Ouais. Sur quoi vous baseriez-vous aujourd'hui pour parler de espace civique bafoué? Ouais. Parlant de bafouillage, je pense que la liberté d'expression au Togo a des limites. Si je prends par exemple une émission que tu as envie de passer, on te demandera d'abord les contenus. Qui es-tu vraiment et quels sont les résultats attendus avant que tu ne fasses l'émission. Donc déjà, c'est déjà un entrave pour la population togolaise. C'est pourquoi, de mon point de vue, je dirais que la liberté d'expression au Togo est vraiment bafouée. Voilà. D'accord. Alors, comme King, je dis d'abord félicitations. Hein, c'est une bonne chose que Lomé soit estimé comme une capitale. Une capitale. Une capitale de paix et de dialogue, de tolérance. Moi, j'aimerais bien savoir quels étaient les critères, quelles étaient les bases, sur quelle base en fait est-ce qu'on a estimé cela,
sur quels étaient vraiment les chiffres ou bien les recherches qui ont été faites. J'aimerais vraiment connaître sur quels critères. Je pense que les critères surtout, c'était par rapport à l'ingérence du Togo dans le règlement des conflits régionaux et internationaux. Je pense que c'est sur cette base-là que le Togo a été déclaré. Je pense que sur cette base, ça peut aller. Okay. Ça peut aller. Mais si on revient sur le plan de l'espace civique au sein du pays, je pense qu'il y a un petit souci. Et s'il faut répondre vraiment à ta question, définir vraiment l'espace civique au Togo, selon moi, je pense qu'elle est, excusez-moi le mot, inexistante. Okay. Inexistante parce que je viens de vous répondre tout de suite non au fait que je n'ai pas la liberté déjà de m'exprimer. Ça veut dire qu'il y a un problème qui est là. Revenons à nos radios, à nos émissions télé et tout. Bon, toutes ces semaines, moi, j'ai allumé la radio, c'est que ça fait longtemps que je n'ai plus fait. Je n'ai pas trouvé de débat vraiment sur les questions politiques qui sont en train de se passer réellement dans notre pays. On a le recensement qui arrive. Il n'y avait pas vraiment de débat réel. On a les élections qui seront bientôt là. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il n'y avait pas de débat réel. Et au pire, comme monsieur l'a dit, il n'y avait que des journalistes qui eux-mêmes allaient tous dans le même sens. Il n'y a pas de débat contradictoire. Ça pose un problème. Nous sommes au Togo. Je ne me rappelle même pas c'était quand la dernière manifestation au Togo. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Manifestation politique. Manifestation politique ou sociale, je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne me rappelle pas. Je sais qu'il y a quand même des manifestations qui se font, mais politiques. Il y en a quelques-unes, mais je peux dire c'est mis sous sourdine. Okay. On n'en entend pas vraiment parler. C'est silencieux. Et revenons par exemple à la liberté de réunion d'associations. Oui, on a des associations, on milite et tout, mais ce n'est pas vraiment ça. Même dans les associations, on a l'impression que bon, on se limite, on s'auto-censure dans ce qu'on doit faire, dans ce qu'on doit dire. Et donc pour moi, revenons toujours au climat ou à la définition de l'espace civil au Togo, elle est inexistante à mon avis. Ou soit elle dort pour l'instant. On espère la réveiller. Il faut la réveiller. Effectivement. D'accord. Monsieur, là-bas, dites-nous. Cette reconnaissance du Togo ou de Lomé comme la capitale de la paix. Ce que je sais, c'est que le Togo est un pays d'accueil, accueille les présidents déchus. Si on va dans notre histoire, le Togo accueille les présidents déchus. Et le Togo est actuellement facilitateur de la crise ivoiro-malienne et avance, puisque le Togo a réussi à obtenir la libération de certaines personnes. Donc, on peut valablement dire que le Togo joue un rôle. Si on définit la paix comme l'absence de guerre, là oui, d'accord, le Togo n'est pas en guerre, donc on est en paix. Donc, bon, et c'est affreux, c'est vraiment regrettable d'avoir ces genres de définitions limitées. Parce que la paix, c'est personnel d'abord, avant d'être collective. Et parce que c'est l'absence de paix individuelle qui débouche sur les guerres, les conflits, les affrontements. Et si on se résume à cette absence de manifestation, de troubles, de paix, de conflit, pour qualifier un état de paix, je pense que pour qualifier une capitale, ça devait être un sondage. Un sondage comme par les citoyens. Est-ce que je suis en paix à Lomé? Je lui dirais que je suis en paix là. Mais si c'est des gens qui se réunissent et qualifient, bon, honnêtement, moi je ne vois pas en quoi le Togo est le pays de dialogue. Soit parce qu'il accueille des gens, on a plusieurs conférences. Le Togo réunit beaucoup de gens. Bon, si c'est ça, ouais, y a pas de souci. Mon frère X, lui, peut dire que le Togo est en paix parce que peut-être il éprouve une paix intérieure qui lui permet de... c'est ça. Alors, je vais rester avec vous. De toutes les interventions, comme je l'ai dit, il ressort qu'il y a quand même ce rétrécissement-là de l'espace civique togolais. Alors, quelles peuvent être alors les conséquences de ce rétrécissement-là? Quels peuvent être les impacts sur la jouissance des droits, puisque vous êtes tous ici défenseurs des droits. Quel peut être l'impact de ces restrictions-là sur l'effectivité de vos droits, en l'occurrence au sein de vos communautés en tant que citoyens et en tant que jeunes
au sein de vos différentes organisations. Cette tendance à rétrécir l'espace civique a des conséquences dramatiques sur le développement durable qu'on évoque au quotidien. Parce que nous avons besoin de nous développer. Et dans cette logique, on doit ouvrir l'espace pour permettre l'éclosion des esprits, des potentiels, des talents. Mais si on se retrouve à contraindre les gens à se taire ou à ne pas exprimer ce qu'ils pensent valablement, c'est sûr qu'on aura un développement, mais pas durable. Donc, pour ma part, je considère que l'espace civique restreint freine le développement. Du moment où il n'y a pas de débat contradictoire, toutes les initiatives prises sont prises pour une frange de la population. Parce qu'on n'a pas l'assentiment ou la pensée des autres. Lorsqu'on veut faire quelque chose d'envergure nationale, le bon sens voudrait qu'on puisse ouvrir le débat. Donc, du moment où ce n'est pas ça, il y a un dicton qui dit ce qui est fait sans moi est fait contre moi. Et ça ne perdure pas, parce que c'est ça. Autre conséquence, les gens seront amorphes. Vous avez des jeunes ou une population qui est difficile à cerner. Puisque personne ne dit rien. En fait, on devait avoir peur de cette situation. Parce que tu ne sais quand ça va exploser. Mais bon, c'est bon. C'est un peu difficile de vivre ça parce que l'espace est fait pour, l'espace civique est là pour permettre à tout le monde de s'exprimer, en fait, surtout le contradictoire, de s'opposer à ce qui... De dire ce qui va et ce qui ne va pas. Mais ce n'est pas simplement le Togo, on a plusieurs pays. Les gens, on a tendance à croire, on pense que les gens sont réfractaires aux critiques. C'est-à-dire les gens ne veulent pas qu'on les critique. Alors qu'il n'existe pas un leader au monde qui ne soit critiqué. Ça n'existe pas. On peut vous critiquer en bien ou en mal. Il faut qu'on arrive à savoir que du moment où j'occupe un poste de responsabilité, je suis oui, on va me critiquer en bien ou en mal. Maintenant, la question de savoir est-ce que ce que je fais est bien. Si c'est bien, ouais. Lorsque nous parlons aujourd'hui de Nelson Mandela comme un modèle, c'est pas comme s'il a tout fait, il a bien fait tout. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il a fait plus de bien que de mal. Il a impacté positivement. C'est à cela qu'on devait nous appeler. Ça veut dire qu'on peut beau parler ici et dire des choses qui ne sont pas bonnes et dire des choses aussi qui sont bonnes. Autant prendre les choses qui sont bonnes et essayer de les améliorer que de chercher à voir qu'est-ce que celle-là dit. C'est ça. Parce que pour prendre quelqu'un ou bien pour coffrer quelqu'un, on n'a pas besoin de faire midi à 14h. On trouvera quelque chose. Tu vois toujours le moyen. D'accord. Je viens vers toi, Grace. Alors, sur les conséquences, c'est comme, je vais reprendre la citation, hein, tout ce qui n'est pas fait avec moi, c'est contre moi en fait. Et il faut dire que pour moi, qui suis une personne qui me définit comme libéraliste, je pense que la liberté est l'essence même de tout être humain. Lorsque vous enlevez à une personne sa liberté de s'exprimer, sa liberté de faire ce qu'il pense, de faire ce qu'il veut, excusez-moi, vous tuez quelque part son génie. Qui va créer le hic, qui va créer le déclic, et tout va partir en vrille en fait. Donc tous les garde-fous qu'on a mis, tout ce qu'on a mis pensant que non, on les maintient dans un cadre. Non, tant, on verra que c'était rien du tout, ça va péter. Donc, et les conséquences sont là. Et pour en revenir à autre chose, c'est que pour moi, en tant que militante féministe, je me retrouve à... Excuse-moi, je donne un exemple banal. Lorsque par exemple on parle d'un sujet où je pense avoir de l'expertise,
dès que tu veux juste parler, on te dit, c'est un exemple, au glace ou un bleu. Tu vois, des propos comme ça me renvoient moi à me taire. Pourtant, j'ai peut-être une expertise dans le domaine dont vous avez besoin. Il suffit d'un petit truc en tant que... Parce qu'on sait que je suis féministe, on se dit, oh, ta fille va encore me fatiguer. Et ça me renvoie à me taire. Ça aussi, en fait, c'est aussi des limites qui sont mises à ma liberté d'expression. Du coup, ça veut dire que l'espace civique, ça ne provient pas seulement du fait que les États, les gouvernements mettent des limites. C'est aussi entre citoyens. Voilà. C'est aussi entre citoyens, c'est aussi la société, c'est aussi le mode de fonctionnement que la société a mis, c'est aussi les garde-fous de la société, c'est aussi l'éducation que la société a établie, bien la ligne droite que la société a établie et veut que tout le monde reste aussi dans cette ligne droite. Donc ça fait que certaines personnes, dans leur domaine et dans ce qu'ils font, ne se sentent pas aussi libres de s'exprimer. Et bien, on se retrouve à se taire, à murmurer, à raser les murs. Mais un jour, désolé, ça va devoir exploser. Donc voilà, pour ma part. D'accord. Monsieur King, je sais que récemment, je sais qu'au campus, par exemple, il y a une situation de quatrième tranche qui ne serait pas encore sortie depuis plusieurs mois déjà. Plusieurs mois déjà. Mais enfin, il n'y a rien, on n'en entend pas parler. Comme avant, quand la tranche ne soit pas sortie. Justement, un mois, 2 mois, tout commence par sortir. Est-ce que vous pensez que ça peut être quand même un des impacts d'aujourd'hui de cette restriction? Effectivement, ce sont les conséquences qui font stopper le développement. Parlant du développement, nous parlons de quoi? De la croissance et puis le bien-être de la population. Auparavant, lorsque les tranches ne sortent pas à temps, je crois qu'il y a une délégation des délégués, de certains étudiants qui écrivent partout, des vocales par là et en quelques des manifestations. Oui, et en même temps, vous allez voir les messages. Actuellement, vous allez voir que les tranches ne sortent pas. Et le délai est déjà passé, mais personne ne parle. Personne ne veut brancher, personne ne veut faire encore des manifestations parce que tout le monde a peur. Ouais. Les étudiants ont peur. Et personne, tout le monde se dit, est-ce que c'est moi qui va le dire pour après qu'on me fasse quelque chose, soit dans le noir, ou donc vous voyez déjà vraiment la situation togolaise. Vraiment, je ne sais pas comment le dire. Je ne sais pas, mais je pense qu'il faut trouver une solution. Oui, tu permets. Moi, j'aimerais demander à M. King, là on a parlé de l'État qui n'est peut-être pas pour... qui n'est pas seul dans le... Voilà, on a parlé de la société. Oui. Mais quand on va dans le cadre des étudiants togolais, on va dire c'est l'État, c'est l'université ou bien on s'inscrit dans quelle logique quand on parle des étudiants togolais? Avec cette situation, je parle que c'est l'État, parce que c'est l'État qui offre, parlant de la direction, c'est DBS, direction des bourses. Donc ça appartient à l'État. Et donc, c'est eux qui doivent décider de signer les chèques pour que les étudiants aient ou bien touchent les tranches. Et voilà, ils attendent tout ça là, mais ils ne réagissent pas. Ce qui veut dire, ils savent qu'ils font du mal aux étudiants, mais ils n'arrivent pas à se gêner parce que depuis là, certains étudiants attendent ces tranches-là pour pouvoir s'inscrire à nouveau. Et maintenant, certains sont là et ne s'inscrivent pas. Or, l'échéance pour l'inscription aussi est déjà là. Et l'année pourra être vraiment négative pour ces personnes-là qui n'ont pas assez de moyens pour pouvoir s'inscrire. Vous voyez, donc je dirais que le rôle appartient vraiment à l'État. Le défaut, c'est à l'État et non aux étudiants. Merci. Merci, je vais rester avec vous, King, Monsieur King. De tout ce que nous avons dit, pour vous, quelle peut être alors la partition de la jeunesse? Aujourd'hui, nous savons que cette jeunesse-là constitue un poids de qualité. Quel peut être le rôle de cette jeunesse aujourd'hui pour l'effectivité de cet espace-là au Togo? Parce que on a remarqué, l'État n'est pas le seul forcément à être remis en cause. Qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que jeunes afin de contribuer à un espace civique au Togo qui sera plus ouvert? Voilà, merci. L'un des rôles, c'est déjà l'émission que nous faisons tout à l'heure, qui vraiment va apporter à la connaissance de plusieurs hommes, femmes, jeunes togolais. Et je pense qu'il faut sensibiliser aussi les jeunes. Il faut beaucoup de sensibilisation. Il faut des manifestations, il faut des écrits, il faut parler soit dans les groupes WhatsApp, TikTok, Facebook. Enfin créer le cadre, les cadres d'échange. Oui, créer des cadres d'échange entre les étudiants, les élèves, les parents d'élèves, les enseignants qui pourront chaque fois faire réveiller, éduquer les élèves en classe et les parler de la situation togolaise, afin que il y a eu de modifications, d'échanges qui seront opportuns pour nous dans le futur. Voilà.
Et je pense que le centre aussi ici, le CDFDH, qui est Centre de documentation de formation des droits de l'homme, a assez de branches, qui est le réseau Watch par exemple. Et nous plaidoyons aussi, nous avons assez de groupes là, des réseaux qui est entouré par des jeunes, qui chaque jour font des manifestations, qui plaidoient pour qu'il y ait un échange d'une manière positive dans la vie des Togolais. Voilà, c'est un peu le cas du projet qui est justement en train d'être mis en œuvre par le centre sur le plaidoyer en faveur de l'espace civique. Et qui permet à ces jeunes-là de pouvoir prendre la parole, de prendre la parole au milieu des personnes et de s'exprimer sans avoir peur. Oui, voilà. D'accord. Merci. D'abord, moi, je suis ici déjà à cette initiative qui nous permet de nous retrouver ici, de pouvoir nous exprimer. Je pense qu'il faudrait vraiment refaire un travail de fond avec la jeunesse. Parce que beaucoup de jeunes ne se sentent plus vraiment libres de s'exprimer. Ce qui fait que ils se la mettent en sourdine actuellement. Donc je pense qu'il faudra refaire un travail de fond avec la jeunesse, les mettre en confiance. Il faudra en tout cas recréer cette confiance auprès des jeunes pour leur dire, vous pouvez vous exprimer, sauf si on peut, en garantissant vraiment cette liberté-là après l'expression. Cette liberté après l'expression, voilà. Donc il faudra vraiment faire un travail avec cette jeunesse, la remettre en confiance, créer des espaces comme ça. Des espaces comme ça pour permettre à cette jeunesse de s'impliquer, mais surtout impliquer la jeunesse dans les instances de prise de décision. En tout cas, je ne sais pas s'il faut les impliquer dans les instances de prise de décision ou créer des cadres pour qu'ils puissent s'exprimer sur des sujets pertinents de la population du pays. Mais il faut leur donner l'opportunité de pouvoir s'exprimer sur ces choses, donner leur avis pour que eux aussi se sentent impliqués dans le développement de leur pays, qu'ils ne se sentent pas mis à l'écart. Parce qu'il y a ce sentiment aussi de mise à l'écart de cette jeunesse-là, qui ne se sent pas impliqués en fait. Et beaucoup de cette jeunesse se sentent comme si on leur impose. Ils subissent en fait. On décide, eux ils subissent, ils n'ont pas leur mot à dire. Alors que cette jeunesse aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme numérique, s'auto-forme ou bien s'auto-forme, je ne sais pas si c'est le mot ça, se forme sur les réseaux sociaux, se forme sur le digital et a des compétences extraordinaires en réalité. Je suis avec toi, Hugues, je suis avec des jeunes extraordinaires. Il a parlé du CDFDH, du réseau Connect Togo, des organisations de jeunes qui ont des talents extraordinaires. Donc il faut vraiment leur donner l'opportunité, les écouter, tout en les encadrant pour que ils puissent aussi se former. Donc je pense qu'il faut en fait, mettre la jeunesse en confiance et leur donner en fait cette opportunité de pouvoir s'exprimer. Merci Huguette. Merci Grace. Je pense que c'est très intéressant ce que tu as dit. Je vais voir, je viens chez là-bas. Dites-moi. Merci. Je pense que la place de la jeunesse, elle est naturelle et légale à la fois. Légale parce que si on remonte même à la charte africaine, de la jeunesse, le jeune doit être le garant de son propre développement. C'est-à-dire, si on redescend à notre constitution ici en interne, on dit que l'État veille au respect, ou l'État est le garant les droits et libertés fondamentales de tout individu. Et pour la jeunesse, on dit que l'État s'assure que les jeunes ne soient victimes d'aucune forme de manipulation ou d'exploitation. Sur cette base, je considère que naturellement, lorsqu'on voit la population, je crois que c'est en 2012, le 4e recensement révèle que nous sommes, les moins de 25 ans sont à 60%. Ça, c'est les moins de 25 ans. Ce n'est pas l'ensemble de la jeunesse. Parce que quand on parle de la jeunesse, c'est entre 15 et 35 ans. Donc, dans cette jeunesse, nous retrouvons deux catégories de personnes. Nous avons les enfants, les mineurs, de 15 à 18 ans, sont les mineurs jeunes, et nous avons les majeurs jeunes. Donc, ça veut dire quoi? Nous avons nos frères et nos sœurs élèves sur les bancs. Je considère qu'à partir de 15 ans, on est déjà au lycée. Donc, tous les lycéens sont des jeunes.
Lorsqu'on veut faire quelque chose, on doit devoir penser à ses enfants à l'école, à ces étudiants qui sont à l'université et aux chômeurs qui se cherchent, à ces jeunes de l'association. Partant de cette démonstration, il est clair que notre place se définit naturellement. On ne peut réussir sans nous. Bien sûr. On ne peut réussir sans nous. Mais on se pose la question, je vais me référer à Bernard Blier qui se posait la question de savoir comment est-ce qu'on peut demander aux gens de respecter leurs devoirs sans pour autant respecter leurs droits. Sans pour autant prendre en compte la jeunesse. C'est Bernard Blier qui se pose cette question. C'est fondamental parce que notre participation à l'édification ou au développement du Togo est cruciale, c'est incontournable. Mais c'est d'abord à l'État de définir le type de développement voulu pour le Togo. Ce n'est pas nous qui définissons. C'est ceux qui ont la charge du pays de définir quel profil de jeunes qu'on veut avoir d'ici de telle année à telle année, ou quel profil de jeunes, quel profil de développement on veut avoir. Si on n'a pas cette vision-là, on aura des développements en vrac. C'est-à-dire chacun tire le développement de son côté et c'est ce qui se passe. C'est qu'on se bat. Il suffit de voir les jeunes, vous verrez que les gens se battent. Les gens se battent pour s'en sortir d'abord et tout là. Et la conséquence là-bas, c'est que les gens se battent sans conviction. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un qui dit, mais au fond de lui, il ne pense pas ce qu'il dit. On va essayer de voir c'est ça. ce que ça va donner. Si c'est bon, tant mieux. Si ça n'est pas bon, voilà, tant pis, quoi. on continue. On aura essayé. Ça, c'est pas un développement. Quelqu'un qui travaille sans conviction, qui fait quelque chose sans croire en la chose, c'est certain que au premier blocage, que lui disparaisse. Il s'éclipse. Donc, le jeune ou la jeunesse a sa partition. Il va falloir qu'on nous insère dans l'instance. Notre participation doit être à la fois passive et active. On doit quitter l'étape de la passivité pour aller à l'action. On doit devoir nous demander sur les questions du recensement, par exemple, il devrait avoir des débats. Il devrait avoir des débats qui nous permettent de se dire que lorsqu'on vient me poser certaines questions, que je sois apte à répondre de façon honnête. Parce que les situations nous contraignent à mentir ou à s'abstenir de parler. Lorsqu'on vient te demander si tu as une télé chez toi, si tu as... C'est un peu bizarre qu'on te pose ces questions-là. Mais au fond, c'est pour un but. Mais du moment où on ne comprend pas l'objectif derrière ce questionnaire, on est tenté de s'abstenir. Donc, ça freine le développement. C'est ça. Parce que c'est avoir des données pour définir un développement. Donc, on n'a pas des données exactes. Déjà, dès maintenant, le développement est faussé. Parce que lorsqu'on va essayer de voir la population des personnes handicapées, par exemple, parce que ce recensement est fait pour ça. Avoir la population des femmes, la population des jeunes, la population... Lorsqu'on n'a pas réussi à avoir les gens, la population de personnes handicapées, bon, ça ne va pas. Parce que moi, physiquement, mon handicap est visible. Sauf que je vois comme ça, le monsieur, il est venu, il m'a posé aucune question sur le handicap, alors que ça figure sur la fiche. Les associations travaillent, on a travaillé pour ça, pour qu'on puisse poser des questions sur... Parce qu'il y a les handicaps invisibles. Donc on pose des questions précises pour qu'on puisse avoir... Il ne m'a même pas posé la question. Donc moi, en tant que personne handicapée visible, on ne m'a rien posé comme question sur mon handicap. J'imagine... donc c'est pas visible. Honnêtement, c'est clair que je doute déjà maintenant des résultats, des chiffres qui vont sortir. Alors, nous tendons presque à la fin de notre émission, qui par ma foi est très intéressante. Vous le concédez avec moi. Alors, j'ai envie de vous demander aujourd'hui, vous avez beaucoup parlé du fait d'impliquer les jeunes dans les sphères de décision.
Si vous aviez l'opportunité aujourd'hui en tant que jeune de contribuer à une prise de décision dans le cadre de l'effectivité de vos droits, de cet espace-là d'abord, qu'il soit plus ouvert et surtout qu'il puisse prendre en compte vos besoins en tant que citoyen de manière générale et en tant que jeune de manière spécifique, qu'est-ce que vous proposeriez à l'État si l'État vous demandait de vous impliquer ou de proposer des solutions concrètes pour pouvoir contribuer à l'effectivité de cet espace-là, surtout dans les différentes actions, en prenant en compte vos besoins en tant que citoyen, en tant que jeune. Je vais bien commencer par vous. En tant que jeune, moi j'estime qu'on doit arrêter l'hémorragie. Nous avons été, nous, victimes d'un système, par exemple, éducatif qui ne nous permet pas d'avoir des réflexes d'entrepreneur, d'avoir des réflexes de quelqu'un qui doit se prendre en charge avant de réclamer quoi que ce soit à l'État. On doit essayer de résoudre déjà ce problème en ayant des facultés dignes de ce nom. Je ne dis pas que ceux qui sont là ne font pas le travail, mais le constat, il est là. On est tous des diplômés ambulants dans le pays, mais on a du mal à s'en sortir. Donc, si j'ai quelque chose à dire, ma foi, on doit réformer le système éducatif. Et tout part de ce que j'avais dit. Il faut que le gouvernement se pose la question de savoir quel type d'étudiants je vais avoir, quel type de jeunes, de population je vais avoir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Lorsqu'on arrive à définir ça, les autres choses suivront. Parce qu'on va réfléchir au niveau de l'éducation sur quoi faire pour que, une fois sorti en tant que bachelier ou en tant que titulaire d'une licence, je puisse faire quelque chose. Au-delà, par rapport à l'espace civique, il va falloir inculquer dès la base la notion de citoyenneté, de participation active à la vie de la société. Pour notre propre sécurité. Vous savez, on a beau avoir les caméras, on a beau avoir les caméras partout. Du moment où on n'a pas fiché les gens, on a beau voir le visage du brigand, on ne saura pas où il est. Parce que il a entre-temps fini par atterrir dans un village quelque part où il est sorti du territoire. Personne ne sait, mais on l'a vu. En fait, ce n'est pas les caméras qui résolvent le problème, mais c'est en amont le fichage des gens. Lorsqu'on tape le nom ou bien quand on voit le visage nous renvoie à une identité. Et là, on peut le chercher. Là, au moins, on connaît. Quand on affiche, on dit wanted. Dans les films, on voit ça. On dit, on est en train de rechercher tel à la télé. Ah, d'accord. Si c'est une connaissance, peut-être je connais le nom ou je connais son frère. Eh ben, c'est comme ça que ça marche. Ailleurs, ce n'est pas qu'il n'y a pas ces problèmes. Il y a tous nos problèmes que nous avons ici. Mais en quelques jours, on met la main sur la personne. Parce qu'il y a un système. Donc, nous attendons à... Surtout faut-il qu'aujourd'hui, dans des villages, aujourd'hui au Togo, on a toujours ce problème de nationalité. Des gens, des citoyens qui ne sont pas connus. C'est ce qui pose le problème. Si on ne réfléchit pas à l'identification des gens, au fichage des gens, on va encore d'ici en 2050 faire encore des cartes d'électeurs aux gens, qui au finish, sincèrement, ne servent à rien. Parce que si aucune loi ne reconnaît officiellement, quand tu vas à la banque ne reconnaît pas ça, mais est-ce qu'on peut débourser des milliards pour concevoir quelque chose qui ne sert finalement à rien du tout? C'est-à-dire, c'est des questions qu'on doit se poser. Est-ce qu'en 2022, on doit encore sillonner les maisons pour aller recenser les gens? C'est des questions que tout le monde doit se poser. Et si on se pose la réponse, elle est naturelle, c'est non. Je ne pense pas que quelqu'un soit là pour dire que oui, on est... Non, c'est non. Maintenant, on y est, on le fait. Comment ça va d'ici 10 ans pour on ne doit plus répéter les mêmes choses. Donc, c'est maintenant qu'on doit se réveiller. Sinon, en 2030, en 2032, 10 ans après, on va encore payer les gens pour circuler. Parce que les gens ne sont pas à la maison quand on est venu. Moi, chez nous, on est venu 2 fois. Personne n'est là. Et ça dit, le samedi, la personne était là. Personne n'est là. Je me demande quand est-ce qu'il va les retrouver. C'est-à-dire, au fond, est-ce que c'est bien pensé? Je ne sais pas. Mais c'est clair qu'il y a quelque chose qui va. Donc,
il faut vraiment, j'appelle nos dirigeants à penser à nous. Il faut savoir qu'un homme, lorsqu'il se réveille, doit manger quelque chose. Et on n'a pas besoin de travailler pour ça. Ailleurs, les gens l'ont compris. Il y a le revenu universel. On doit penser à des choses comme ça. C'est des petits trucs qui permettent aux gens de se reconfigurer dans leur coin sans qu'ils ne pensent pas. C'est-à-dire on est permanemment en quête de survie. Ici, on survit, quoi. Parce qu'il n'y a rien. Mais le revenu universel nous permet de faire le simple. C'est parce que tu peux te payer ton loyer. Tu peux te payer. Mais là, tu réfléchis à comment réaliser les choses. Parce que le minimum, tu l'as. Comment. Mais si on n'a pas ça, moi, c'est un peu compliqué. Donc, j'exhorte les autorités décideurs à vraiment penser à notre développement périn, durable et inclusif. Ouais. D'accord, merci pour ces belles recommandations que j'espère vont arriver jusqu'aux autorités qui les prendront en compte. Grâce, dis-moi, est-ce que tu as des choses à ajouter? Si aujourd'hui on te donnait l'opportunité de pouvoir parler concrètement, qu'est-ce que tu penses que l'État aurait pu faire ou peut faire pour rendre effectifs les droits de l'espace civique, d'abord les droits de la jeunesse par rapport à ces combats? Il faut que le gouvernement mette des dispositions pour vraiment sanctionner ceux qui se rendent coupables de crimes, de violence en fait envers les gens de la population. Et ensuite, moi je dirais pour finir qu'il faut vraiment créer les cadres de discussion, permettre aux jeunes de se prononcer sur les choses, leur donner l'opportunité de démontrer ce qu'ils savent faire, les accompagner réellement, pas dans le semblant. Désolé, je vais le dire comme ça, pas dans le semblant, les accompagner réellement afin qu'ils puissent exprimer leur plein potentiel. Et le plein potentiel, ce n'est pas forcément être entrepreneur. Ce n'est pas forcément être entrepreneur, ce n'est pas forcément être artiste, chanteur, non. Monsieur l'a dit tout à l'heure, on est dans la survie. On fait juste pour pouvoir trouver de quoi manger, non. Je pense que le pays a besoin de jeunes qui expriment leur plein potentiel. Et il faut un accompagnement de ces jeunes-là pour que d'abord le jeune découvre quel est mon talent. Parce que je cherche juste de quoi manger, je n'arrive pas. Moi j'ai faim, je vais venir chercher c'est quoi mon talent. Je ne peux pas. Votre affamé n'a point d'oreille, votre affamé ne réfléchit pas. Donc, permettre à ce jeune de pouvoir exprimer leur plein potentiel et permettre un bon développement. C'était pour moi. Merci. Merci Grâce. On va terminer avec King. Dites-nous. Je pense que c'est pas si ce que je vais dire à présent va porter des fruits. Parce qu'auparavant, les ancêtres l'ont dit, nos possédés l'ont dit, mais je veux que ce que je vais dire à présent... Peut-être que la vôtre va porter des fruits. Que ça soit vraiment opportun pour nous. Je pense qu'il faut une orientation de la population, c'est-à-dire des jeunes. Il faut une orientation. Et secondo, il faut un cadre légal pour les jeunes qui défendent le droit de leur second, ou bien créer des lois, des cadres légaux pour les défenseurs. Voilà, oui, surtout des jeunes qui se portent volontaires de pouvoir défendre, bien de dire ce qu'ils ont dans le cœur. Hein. Donc, il faut vraiment un cadre légal. Et pour finir, je dirais, il faut laisser la place aux jeunes. Il faut laisser la place aux jeunes dans les services, dans les bureaux. Parce que sans que on ne les laisse pas goûter aux fruits, je ne pense pas que lorsqu'il y aura une suspicion des postes, ils pourront faire de bons usages pour fonctionner vraiment les ministères, les directions, les ateliers. Donc il faut aussi laisser un peu de chance à certains jeunes de pouvoir goûter à ce poste-là, afin qu'au futur, nous puissions avoir vraiment un développement qui soit opportun et significatif pour nous. Merci beaucoup. Hugues, si tu permets, j'aimerais dire qu'il faudrait vraiment dépolitiser beaucoup de choses. Dépolitiser beaucoup de choses afin de permettre aux gens vraiment leur libre arbitre. Parce que je mène des actions, je fais des choses, ce n'est pas forcément dans le sens de la politique. Non. Pour moi, qui me définit comme une personne apolitique, je n'ai aucun intérêt en fait
à agir dans le... Mais, excusez-moi, peut-être que c'est juste mon point de vue, mais on a l'impression que dans notre société ici, tout est politique. Tout ce que tu dis a un sens politique. Tout ce que tu fais a un sens politique. Alors que ce n'est pas forcément ça. Il faut réellement qu'on dépolitise les choses et qu'on laisse la liberté aux gens de pouvoir faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent en toute légalité. Tant qu'ils respectent les droits, les lois du pays, il faut leur laisser la liberté et ne pas tourner tout en faveur de la politique. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission qui, par ma foi, était très intéressante. Et j'espère qu'elle vous a enrichi, que vous avez appris de nouvelles choses. Pour ma part, je retiens principalement que quand on parle d'espace civique, on n'a pas seulement on ne se réfère pas uniquement à la politique, mais aussi au social, à l'économique. En témoigne tout ce qui a été dit aujourd'hui dans cette émission. Je retiens comme recommandation de la part de nos chers invités à l'endroit des différents acteurs impliqués dans la promotion et la protection des droits de l'homme, qu'il faut favoriser une éducation du citoyen togolais, inculquer dès le bas âge l'amour de sa patrie. Inculquer dès le bas âge l'amour de sa patrie, laisser la place aux jeunes, orienter la population, créer des cadres pour pouvoir permettre aux défenseurs des droits de l'homme de s'exprimer, créer des cas de discussion, d'échange et accompagner réellement les jeunes qui ont envie de pouvoir pour qu'ils puissent démontrer leur plein potentiel. Je vais terminer avec cette citation qui, je pense, est très importante. Celui qui a l'information a le pouvoir. Chers jeunes, allons à la recherche de cette information, détenons le pouvoir et par nos actions aujourd'hui, agissons sur notre espace civique demain pour qu'il soit plus ouvert et prenne en compte les besoins, que ce soit des citoyens et de nous les jeunes. C'était Arefa Huguette Sossou, juriste au Centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme. À la prochaine. Je vous remercie.